Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Eiffel Reptile. Aujourd'hui on se retrouve en pleine nature pour une petite vidéo sur les serpents. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre comment les serpents arrivent à manger. Phénomène plutôt extraordinaire que de voir un serpent manger une proie plus grosse que sa tête. Chose que vous observez si vous êtes terrariophile, que vous élevez donc des serpents, ou alors tout simplement que vous traînez sur le net ou que vous zappez sur un documentaire. Et oui, un python capable d'avaler une antilope ou un crocodile, c'est un fait qui marque. Et bien la réponse à ça, c'est après le générique. Dans cette vidéo, qui va se dérouler en deux parties, on va d'abord s'intéresser à la structure et à l'anatomie du crâne des serpents. Et ensuite, on va s'intéresser à l'anatomie et à la structure du tronc, entre guillemets, des serpents, c'est-à-dire la partie du corps qui va commencer à la fin de la tête et se terminer au début de la queue. Dans cette vidéo, je vais utiliser uniquement des crânes de serpents que l'on appelle aglyphes. Je connais pas ce nom. Comme par exemple les pythons ou les couleuvres. C'est l'une des 4 types de dentition que l'on retrouve chez les serpents. Aglyphe étant la dentition correspondant à des serpents non venimeux. Les autres types de dentition, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais pour ce qui est du mécanisme qui permet au serpent d'avaler ses proies, le type de dentition ne change rien. Donc un crâne de serpent comme celui de ce python est très différent par rapport au crâne d'autres vertébrés. Il est vraiment énormément différent par rapport à un crâne humain, et pour essayer de voir quelles sont les différences qui permettent d'expliquer la capacité qu'ont les serpents à ingérer des proies aussi énormes, eh bien, on va comparer le crâne du serpent avec le crâne d'un autre animal beaucoup plus proche afin de pouvoir mieux se représenter les choses. On va donc prendre le crâne d'un lézard. Donc, vous avez ici un crâne de lézard et ici un crâne de couleuvre. Et on va commencer à parler de l'os carré. L'os carré, c'est l'os que vous avez représenté ici en violet. Alors, comme vous pouvez le voir, chez les serpents, l'os carré est beaucoup plus allongé que chez le lézard. Mais la différence ne s'arrête pas là. Si l'os carré est chez les deux espèces ici relié au supratemporal, chez les serpents il y a une différence notable. En effet, l'os supratemporal des serpents ne fait pas partie de la boîte crânienne, contrairement au lézard. Chez les serpents, le supratemporal est relié à la boîte crânienne uniquement en un seul point. Et donc l'articulation carré supratemporale chez les serpents est beaucoup plus flexible et mobile que chez les lézards, composés uniquement du carré et de la boîte crânienne. Le serpent peut donc ainsi ouvrir sa mâchoire beaucoup plus largement que n'importe quelle espèce, et ainsi certaines espèces de serpents peuvent, grâce à cette articulation, ouvrir leur mâchoire sur presque 180 degrés. La mobilité et la flexibilité du crâne permettant aux serpents d'engloutir de grosses proies ne s'explique pas uniquement par l'articulation carré supratemporale. Il faut à présent s'intéresser à la mandibule, c'est-à-dire à la mâchoire inférieure du serpent. Chez le serpent, nous avons la mandibule droite et la mandibule gauche qui sont, contrairement aux autres espèces, indépendantes. Regardez bien, aucune d'entre elles n'est reliée. Et de ce fait, comme vous pouvez le voir en vidéo, le serpent peut largement écarter ses mandibules pour former un entonnoir qui permettra à la proie de passer beaucoup plus facilement. La peau, à cet endroit, est elle-même extraordinairement flexible. Elle est capable de s'étendre jusqu'à 3 fois sa surface de repos. Eh bien, pour répondre à cette question, on va devoir s'intéresser à la mâchoire supérieure du serpent cette fois-ci. La mâchoire supérieure des serpents est lâchement suspendue sous la boîte crânienne, alors que chez les lézards, encore une fois, la mâchoire supérieure fait partie de cette même boîte crânienne. Chez les serpents, en étant simplement relié par des ligaments, une fois encore, le serpent a plus de flexibilité et de mobilité, mais attention, tout ne s'arrête pas là. Si on observe d'un peu plus près la mâchoire supérieure, on remarque qu'elle est en 2 parties. En effet, nous avons 2 rangées de dents et non pas une seule. La première rangée de dents des serpents est sur
le maxillaire. C'est la rangée dite externe, c'est elle qui permet au serpent tout simplement de maintenir sa proie lorsqu'il la mord. La rangée interne, quant à elle, les dents sont sur les os du palais, à savoir le palatin, le ptérygoïde. Et grâce à cette rangée de dents, également indépendante, le serpent va alterner par des mouvements de va-et-vient, en plantant à chaque fois ses dents dans la proie et en tirant, il va amener doucement la proie vers l'œsophage et ainsi l'avaler. C'est comme ça que le serpent avale sa proie grâce à cette seconde rangée de dents. C'est extraordinaire! Alors derrière ce phénomène, il faut cette fois-ci nous intéresser à la trachée. Une des parties du système respiratoire par lequel entre de l'air, chez nous par exemple, la trachée, elle débouche à l'arrière de notre bouche. C'est pour ça que parfois il peut nous arriver de nous étouffer si on mange quelque chose de trop gros. Mais chez les serpents, la trachée va quant à elle déboucher en avant de la bouche. Ainsi, lorsque le serpent avale sa proie et que celle-ci arrive au fond de la bouche vers la gorge, le serpent ne peut pas s'étouffer. Il peut même arriver dans des cas particulièrement extraordinaires, comme ce que vous pouvez voir chez ce python réticulé, que le serpent arrive à légèrement sortir sa trachée. Et du coup, le serpent ne pourra jamais s'étouffer en avalant une proie, quelle que soit sa taille. Oui, c'est pas faux. Bon, il est à présent venu le moment d'attaquer la dernière partie de cette vidéo. Le serpent a réussi à réaliser le plus dur. Il a réussi à faire passer entièrement sa proie par sa tête. Mais maintenant, il faut continuer à l'avaler. Il faut pouvoir l'amener à l'estomac. Et pour ça, le serpent peut compter sur de puissants muscles abdominaux qui vont exercer des forces de contraction pour pousser la proie jusqu'à son estomac. Mais dans ses atouts, le serpent peut également compter sur ses côtes. Jetons un œil au squelette des serpents. On remarque que les côtes ne sont pas reliées entre elles via un sternum, comme c'est par exemple le cas chez nous. Les côtes des serpents sont donc chacune indépendantes et elles peuvent s'écarter pour s'adapter au passage de la proie. Les tissus des organes et la peau du corps sont également suffisamment flexibles pour pouvoir permettre à la proie de passer sans encombre. Vous connaissez à présent tous les secrets qui permettent aux serpents d'avaler des proies plus grosses que leur tête. Mais attention pour le serpent, car élastique, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il ait les yeux plus gros que le ventre, parce que sinon, ça va faire mal. Game over. Bon, et bien ensuite, si la proie a réussi à atteindre l'estomac, car le serpent n'a pas été trop gourmand, vous connaissez la suite. C'est vraiment un gros tas de merde. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la soutenir en la partageant. Tu peux t'abonner à la chaîne et surtout tu peux laisser un petit pouce bleu. Allez, on se retrouve à bientôt sur la chaîne d'Effet le Reptile.